En guise de critique, j'aimerais vous présenter la controverse qui a eu lieu entre Benjamin Constant et Emmanuel Kant sur le prétendu droit de mentir. En réalité, Benjamin Constant présente à la morale de Kant une objection en montrant que poser des principes strictement universels est impossible. Et il le fait à travers un cas qui est celui d'un dilemme moral. Qu'est-ce que c'est qu'un dilemme? C'est la nécessité de choisir dans une alternative dont aucun des deux termes n'est satisfaisant. Évidemment, l'exemple le plus connu, c'est le dilemme cornélien. Par exemple, Don Rodrigue doit choisir entre l'amour de Chimène et l'honneur de sa famille. S'il garde l'honneur de sa famille, il perd l'amour de Chimène. Mais s'il garde l'amour de Chimène, il perd l'honneur de sa famille, ce qui est tout aussi inacceptable pour un gentilhomme du XVIIe siècle. Et donc, Don Rodrigue est obligé de poser un choix impossible. Lorsqu'on parle d'un dilemme moral, on parle d'un dilemme dans lequel les deux alternatives représentent un devoir qui sont en conflit. Autrement dit, le respect d'un devoir conduira au contraire à aller contre l'autre devoir, ou le respect de l'autre devoir conduira à aller contre le premier devoir. Benjamin Constant donne un exemple assez simple de cela. Imaginez que vous receviez chez vous un ami qui est recherché par deux meurtriers. Ces meurtriers sonnent à votre porte. Vous êtes face à ce dilemme. Soit vous voulez préserver la vie de votre ami et vous êtes obligé de mentir, de ne pas dire que vous le protégez, soit au contraire vous respectez l'exigence de vérité, mais alors vous risquez de vous rendre complice du meurtre de votre ami. Que faut-il faire? Ici, il faut trouver un moyen pour choisir entre deux devoirs. Et si le respect du devoir est absolument universel et ne souffre aucune exception, impossible. Comment faut-il faire entre ces deux devoirs? Dans ce conflit, Constant propose d'ajouter ce qu'il appelle des principes intermédiaires, c'est-à-dire des principes qui vont permettre de savoir dans quel cas il faut respecter ou non son devoir lorsqu'il y a conflit de devoirs. Exemple sur la vérité. Certes, il faut toujours dire la vérité, mais, nous dit-il, en face de circonstances qu'il faut prendre en compte, il faut toujours dire la vérité à celui qui y a droit. C'est exactement ce qui commande le secret médical, par exemple en médecine. Un médecin doit la vérité à son patient sur sa santé, mais au contraire, il doit se taire envers quelqu'un qui est étranger à la situation. Donc, dans la situation proposée par Benjamin Constant, lorsqu'il y a une hésitation entre la vérité et la préservation de la vie, évidemment, celui qui recherche la vérité pour tuer quelqu'un n'a pas droit à la vérité. Et alors, il faut privilégier le fait de sauver la vie de son ami. Mais une telle solution n'est évidemment pas sans poser des difficultés, parce qu'elle revient en réalité à relativiser les devoirs et à dire qu'il y a des cas où il faut respecter le devoir et d'autres cas où il ne faut pas respecter le devoir. Si nous sommes assez habitués à cette question, c'est en revanche un très gros problème, car alors il n'est plus possible de savoir à quel moment il faut respecter le devoir, à quel moment il ne faut pas le respecter. C'est pourquoi Kant répond de manière assez stricte et ferme dans un petit ouvrage du prétendu droit de mentir à Constant. Et il affirme que, même dans cette condition, d'aucune façon, d'aucune manière, il faut accepter de mentir. Il n'y a pour lui aucune occasion dans laquelle le mensonge est acceptable. Et il donne deux raisons à cela. D'abord, si l'on ment dans la situation donnée par Constant, c'est qu'on attend une efficacité, on attend un résultat de ce mensonge. On pense que le mensonge est le meilleur moyen pour éviter un meurtre. Or, dit Kant, cette efficacité est franchement très difficile à déterminer. Il y a un tel nombre de circonstances que personne ne sait si un mensonge fonctionnera ou pas. Êtes-vous un bon menteur? Les meurtriers voudront-ils vous croire? Mais au fond, même si vous êtes un bon menteur et que les meurtriers vous croient, est-ce que votre ami n'aura pas peur, cherchera à s'enfuir, et comme les meurtriers partiront de chez vous, ils vont tomber sur votre ami qui est en train de s'enfuir? Vous serez donc complice du meurtre? Est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu léger de ne pas respecter un devoir pour une hypothétique possibilité de sauver un ami? Ne faut-il pas prendre au sérieux son devoir? Mais Kant affirme, au-delà de cet argument empirique, quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'est pas possible de renoncer à l'exigence absolue de vérité. Parce qu'en réalité, si on accepte que ne serait-ce qu'une seule fois, il est possible de ne pas dire la vérité, c'est en réalité toute la parole humaine qui s'en trouve abaissée, qui s'en trouve amoindrie. En effet, si on sait que quelqu'un peut mentir dans certaines conditions, et que ces conditions sont difficiles à déterminer,
Comment savoir, lorsque quelqu'un nous parle, si de son point de vue, il n'y a pas ces conditions qui sont présentes? Et alors on se retrouve dans la situation dans laquelle aucune parole ne peut être déterminée comme absolument vraie. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre du principe pour Kant. La dignité de l'être humain est de dire la vérité de façon universelle, sans aucune exception. C'est le fondement de toute possibilité de contrat, de toute possibilité de vie ensemble, de toute possibilité d'échange. Venir donner un coup de couteau dans cette règle impérative de la vérité, c'est prendre le risque, en réalité, de ne plus rendre l'humanité possible pour elle-même. Aussi Kant est très ferme et affirme que même dans cette condition, il ne faut jamais mentir et chercher d'autres moyens pour sauver son ami. La réponse de Kant peut paraître très dure et très ferme. Pourtant, à travers un exemple de problème contemporain, on peut en montrer la pertinence. Le problème, c'est celui du tramway. Imaginez la situation suivante. Vous êtes au volant d'un tramway qui a perdu ses freins et qui ne peut plus ralentir. Mais devant vous, 5 ouvriers travaillent sur la voie et risquent d'être écrasés si vous ne faites rien. Vous pouvez juste dévier le tramway vers la gauche et là, vous ne tuerez qu'une seule personne. Que faut-il faire? Laisser le tramway aller et tuer 5 personnes, ou alors, au contraire, aller sur la gauche et n'en tuer qu'une seule. L'éthique contemporaine est souvent tentée par une éthique conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on mesure la valeur morale d'un acte à travers ses conséquences. Dans ce cas-là, le calcul est assez simple. Mieux vaut sauver 5 personnes et en tuer une qu'en sauver une et en tuer 5. Il y a un avantage numérique à détourner le tramway plutôt qu'à le laisser sur sa voie. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Appliquons le problème du tramway à la transplantation d'organes. Imaginons 5 patients qui ont besoin de transplantation d'organes. Sur ces 5 patients, l'un a besoin de 5 organes. Le cœur, les poumons, la rate, le foie, les reins. Et les 4 autres ont besoin chacun d'un organe. Voilà que vous avez un donneur. Qu'est-ce que vous choisissez? De sauver une seule des 5 personnes en lui donnant les 5 organes, ou alors de sauver les 4 personnes. Là encore, l'éthique conséquentialiste nous a habitués à tout de suite vouloir sauver les 4. Mais peut-être que les chances de survie de ces 4 sont moindres que celui qui est tout seul. Et donc comment choisir? Et si on disait qu'il y avait quelqu'un de plus important à sauver parmi les 4 que la personne seule? Comment choisir? Mais imaginons que vous dites, gardons le chiffre numérique. 4 vaut mieux qu'1. On est alors dans une impasse. Imaginons maintenant qu'une personne saine pourrait en sauver 4. Il faudrait alors tuer la personne saine pour sauver les 4 autres? N'est-ce pas exactement ce qui se passait dans le cas du tramway? Une personne était hors de danger et on décide de la mettre en danger pour en sauver 4 ou 5 autres. On voit la très grande difficulté et du coup la pertinence du déontologisme de Kant. Peut-être qu'il y a un moment où il faut se dire il n'appartient pas à l'homme de classifier les vies humaines. Il doit tout faire pour que toute personne puisse vivre. Il n'a pas à choisir entre qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Pour illustrer cela, on peut prendre l'histoire très célèbre d'un roman de William Styron, Le choix de Sophie. Sophie représente la sagesse. Elle a 2 enfants. Face à elle, un meurtrier qui lui dit de désigner un enfant et il tuera le deuxième. Par réflexe, elle protège le plus petit, la personne en face de lui tue l'autre enfant. Tout le reste du livre est l'histoire intérieure de cette femme qui regrette son choix. En effet, on pourrait, de manière conséquentialiste, dire que cette mère a eu raison de désigner un de ses enfants pour le protéger, quitte à en perdre un autre. Mais on peut se dire aussi que l'amour d'un père, l'amour d'une mère, est celui qui ne choisit pas entre ses enfants, et qu'elle n'avait pas le droit, comme mère, de préférer un enfant à l'autre. Raison pour laquelle elle peut ressentir justement des remords. Et si le meurtrier n'avait pas tué cet enfant, comment aurait-elle vécu avec le regard de cet enfant qui savait que sa mère l'avait désigné à la mort? Est-ce que justement, il n'y a pas là un moment où nous devons dire « ce n'est pas à nous de choisir ». C'est un choix qui ne s'applique pas à moi jusqu'au sacrifice de notre vie. On voit là une attitude importante de la morale. L'homme, c'est celui qui décide que dans certaines circonstances, ce n'est pas à lui de choisir et il peut préférer renoncer à sa vie. En même temps, les circonstances sont toujours très compliquées et comment réfléchir à l'action humaine dans ces circonstances qui sont rarement compatibles avec la morale. Ce que nous avons voulu montrer dans cette controverse entre Benjamin Constant et Emmanuel Kant, entre le déontologisme de Kant
et le conséquentialisme contemporain, plutôt que deux éthiques opposées, c'est une tension inhérente à l'être humain comme agent moral. L'agent moral, c'est celui qui doit avoir des principes, et ces principes ne peuvent être qu'absolus, parce qu'un principe qui ne serait pas absolu serait relatif, et alors on ne saurait jamais quand il faut l'appliquer, quand il ne faut pas l'appliquer. Et donc en ce sens, Kant rend bien compte de quelque chose qui est l'absolu de la recherche du bien chez l'homme et de l'exclusion du mal. Mais en même temps, il faut rendre compte de notre monde dans lequel les circonstances ne permettent pas un tel agir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et l'homme est pris entre cette tension, entre son exigence absolue du bien et des circonstances complexes qui le conduisent à choisir des éléments qui ne font pas que le bien est absolu, qui ne font pas que le mal peut être complètement écarté. Et c'est là le tragique de la vie humaine. Ne croyez pas que nous sommes en train de parler de choses extrêmement lointaines ou extrêmement graves qui n'arrivent pas dans une vie. Aujourd'hui, ces problèmes se posent d'une manière tout à fait concrète et tout à fait contemporaine. Lorsqu'on veut programmer par exemple une voiture autonome, que se passe-t-il? On cherche à lui faire prévoir tous les scénarios possibles et imaginables pour éviter les accidents. Et donc, on cherche à lui dire comment réagir lorsqu'elle a 4 personnes devant elle, mais une personne sur le côté. Lorsqu'elle a un enfant qui traverse et une personne âgée sur le trottoir. Lorsqu'elle a un animal qui passe ou un enfant qui risque de passer parce que c'est un ballon. On lui demande d'évaluer un risque. Toutes ces éthiques-là, en réalité, servent à programmer ces intelligences artificielles. Et c'est un grand domaine de l'éthique qui cherche à comprendre comment doit-on faire agir une automobile comme si elle était dirigée par un être humain.